Bonjour à tous, bienvenue à tous pour cette petite vidéo donc qui va s'adresser plus particulièrement aux élèves de terminale voulant aller en prépa. Donc là il y a eu les résultats Parcoursup il y a un petit moment déjà, et il y en a un certain nombre qui sont probablement intéressés par la prépa l'année prochaine et qui souhaitent peut-être se préparer un petit peu à la prépa. Voilà, donc pour arriver au mieux, on va faire une petite série de vidéos sur des petits éléments à connaître, parce que c'est toujours utile, je trouve. Après il y a d'autres avis, c'est possible. Je trouve que c'est utile d'avoir un petit peu un point de vue de l'ensemble du programme avant d'y attaquer. Mais ça sert à rien de faire tout à l'avance, hein. Mais juste avoir des petites idées de à quoi ça ressemble, ça peut toujours être intéressant et piquer la curiosité. Voilà. Donc on va s'attaquer aujourd'hui à un concept essentiel en analyse, la dérivation. Ok. Donc je vais juste rappeler quelques points à connaître. Donc déjà la définition d'une dérivée. Ok. Donc une dérivée, donc très simple, limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' de x0 quand x tend vers x0. Si cette limite existe, alors on la note f' de x0 et on dit que f dérivable en x0. Ok. Basiquement, ça faut connaître absolument. Ensuite, d'autres trucs à connaître, c'est le taux d'accroissement. Alors là je viens de l'évoquer juste en haut. Taux d'accroissement, donc c'est juste le taux d'accroissement entre x et y sur f, donc ça serait f de x moins f de y sur x moins y, et donc ça c'est le taux d'accroissement. Géométriquement, on va en parler juste après, mais voilà, géométriquement il représente, donc si je vais tracer une courbe totalement au hasard, dérivable, cette courbe, du coup c'est pas un superbe exemple, on va mettre plus comme ça, voilà. Le taux d'accroissement, en fait, si on trace une droite entre les deux points, voilà, qui passe ici et ici, voilà, et bien en fait le taux d'accroissement représente la pente ici. Ok, la pente c'est le taux d'accroissement, voilà, ça c'est toujours utile. Et dernier truc, donc ce que je voulais parler, c'est le point de vue géométrique. Très important de l'avoir en tête, car il sert toujours, peu importe le domaine des maths que l'on traite, en tout cas en sup, on peut toujours se ramener à un point de vue géométrique, et même en algèbre c'est toujours possible. Donc en gros, savoir se représenter des fonctions rapidement, trouver les limites facilement, enfin étudier les variations, et après voilà, par exemple savoir qu'un taux d'accroissement, bon, c'est un truc entre deux points. Une dérivée c'est une tangente, ça par exemple c'est donc la tangente en ce point ici qui est de pente, la dérivée de f en ce point. Okay, si je l'appelle x0, cette tangente est de pente f de x0, f' de x0. Pourquoi? Bah justement parce que on prend le taux d'accroissement ici, et en fait la dérivée elle est définie comme la limite du taux d'accroissement quand x va tendre vers x0. Donc en fait on va prendre ce point y, disons, et on va le faire tendre vers x tout doucement. Et du coup on va se ramener en fait au final à une pente tangente finalement au graphe. Voilà. Donc toujours le point de vue géométrique, voilà, avoir des idées des comportements de la fonction. Et donc aujourd'hui on va attaquer un théorème assez utile en analyse parfois, pas très compliqué, parce que son énoncé est assez intuitif, et pas trop compliqué à démontrer, ça va. Mais je vais pas faire toute la preuve entière parce qu'il y a besoin des éléments de prépa, peut-être qu'on fera une autre vidéo sur ça, ça concerne plus la continuité d'une fonction, mais bon. Donc on va prendre une fonction f, ok, d'un intervalle AB dans R, donc une fonction réelle évidemment. Et on va dire donc qu'elle est continue sur AB. Ok, elle est continue sur AB évidemment fermée, de partout en fait. Et on va ajouter aussi l'hypothèse dérivable, puisque là ça concerne donc la dérivation, donc évidemment qu'on va avoir besoin de l'hypothèse dérivable. Et on va avoir besoin dérivable sur AB. Et pas seul, et pas tout l'ensemble, juste l'ouvert suffira, ok. Je rappelle, l'ouvert c'est juste que les bornes A et B ne sont pas dedans, ça suffit. En gros, si x appartient à cet intervalle I, alors on a toujours A plus petit que x plus petit que B, ok. Mais x peut être aussi proche de B que l'on veut, pareil, il peut être aussi proche de A que l'on veut, mais il est jamais égal à A. Ok, bon, vous verrez ça l'année prochaine, c'est des notions d'ouvert. Et donc on dit dans ce cas que si on a cette petite égalité, donc f de A égale f de B, ok, un truc géométrique assez facile à se représenter, alors il va exister, il existe, alors pour ceux qui ne connaissent pas le symbole, c'est un E à l'envers,
je vais l'utiliser plusieurs fois donc je le précise, il existe un C, ok, appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que donc f' de C égale 0. Ok, on va expliquer rapidement comment et pourquoi ça fonctionne en fait. Si je trace un graphe rapidement, je vais tracer un graphe, donc on va dire que le point A ici et le point B là, on va dire qu'ils sont à la même hauteur. Ok, donc ça c'est f de A égale f de B. Et donc on va mettre une courbe, peu importe la courbe, on s'en fout. Et elle revient au même point. Donc là on va regarder le nombre de points qu'il y a en dérivée, enfin si déjà il y en a, et beaucoup, est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors un point de dérivée nul est caractérisé par quoi? Donc avec le point de vue géométrique qu'on peut avoir, c'est juste une tangente nulle, ok, de pente nulle. Donc on en a un ici, une ici, une ici, une ici, une ici on va dire, et c'est déjà ça. Ça nous en fait quand même un paquet. Et en fait, on remarquera qu'il y en aura toujours en fait. Même si on fait un trajet direct, donc par exemple je fais tout droit, ok, bah si je fais trajet direct, bah, c'est constant, donc une fonction constante, on sait bien que sa dérivée est nulle. Donc en fait, elle s'annule de partout. Tu peux avoir un nombre infini de points où elle s'annule, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'elle sera constante sur un petit intervalle. Et puis sinon, en fait, si elle monte, bah forcément elle va redescendre. En fait, si elle est croissante, elle va descendre au final puisqu'elle est continue. Donc forcément, voilà, on trace sans lever le crayon. Forcément, ça nous donne ça. Je vais juste parler évidemment du théorème des accroissements finis. Donc on note TAF, qui est sous les mêmes hypothèses. Donc sous les mêmes hypothèses qui sont donc celle-ci là. Sous les mêmes hypothèses, on va préciser un petit peu. Hypothèse. Ok. On n'a pas besoin du si f de A égale f de B, on va juste avoir besoin de ça. Donc il existe en fait, c'est directement l'énoncé qui est plus général, mais c'est un corollaire qu'on peut démontrer facilement en fait en utilisant le théorème de Rolle, tel que donc f de B moins f de A sur B moins A est égal à f' de C. Donc il existe un C dans l'intervalle AB tel que f de B moins f de A sur B moins A, donc le taux d'accroissement entre A et B est égal à f' de C. Intuitivement ça fonctionne à peu près du même principe. Si on trace A ici et B là, on fait une courbe voilà, qui monte par exemple ici. Le taux d'accroissement il est représenté, donc on a dit par la droite, enfin par la pente de la droite qui relie les deux points, donc c'est cette droite là. Et si on regarde combien de tangentes sont parallèles à cette courbe là, on a celle-ci là qui est parallèle, celle-là aussi, et celle-là aussi. Donc en fait, c'est juste qu'on a pris le point A, enfin le point B ici, et on l'a monté un petit peu là-haut. C'est pour ça qu'en fait, en posant cette fonction, g de x égale donc f de x moins f de b moins a, enfin moins f de b moins f de a sur b moins a, facteur de x moins a. En fait, cette fonction, elle aura les propriétés, donc g de a égale g de b. Ok, vous pouvez vérifier facilement. Et donc du coup, on va pouvoir appliquer le théorème de Rolle là-dessus. Donc on va disposer d'un C tel que ce truc-là s'annule, et donc au final d'un C tel que f de C égale ce truc-là va s'annuler, et donc en fait on aura juste f de B moins A moins f de A sur f, enfin sur B moins A. En fait, ça revient juste à prendre une courbe comme ceci, voilà, et de la translater en fait. On va juste translater le truc vers le bas, en soustrayant une courbe comme ceci. Voilà, ça se vérifie assez facilement. Je vais pas le faire ici puisque c'est pas hyper intéressant, mais c'est faisable, voilà, sans problème. Ensuite, on va passer à une petite notion rapidement qu'on va avoir besoin, la notion de limite. Alors là, j'ai pas précisé, mais c'est en plus l'infini et pour des fonctions. Ok, vous verrez l'année prochaine toutes les autres fonctions, c'est des trucs hyper classiques à connaître, voilà. Donc elle nous dit juste en fait que pour tout epsilon plus grand que 0, on va disposer d'un A de R, tel que pour tout x de A, f de x moins f de L, donc en valeur absolue, donc ça représente une distance en fait, la distance entre f de x et L, entre f de x et L, voilà, est plus petite que epsilon, ok. Donc sous-entendu en fait pour tout epsilon plus grand que 0, mais aussi proche de 0 qu'on veut, pas égal à 0, mais aussi proche de 0 qu'on veut. Donc on pourrait prendre par exemple 10 puissance moins 1000, ok, c'est toujours positif ce truc là. Et pour 10 puissance moins 1000, on va pouvoir trouver un truc tel que à partir d'un certain rang, et c'est bien ça qu'il faut retenir, en fait ça c'est le rang en question, et ce à partir d'un certain rang ici, c'est que pour tous les éléments qui sont après ce rang, l'égalité, enfin l'inégalité est toujours valable. Donc en fait, géométriquement, ça se représente comme ceci. Si on a une fonction, disons que sa limite c'est ça.
Voilà, et après, donc elle fait des trucs, on s'en fout au début. Sa limite est juste là. Mais en fait, ça signifie que si on choisit pour un epsilon donné, donc disons que notre epsilon, alors ça se représente comme ça, c'est un tube en fait, le epsilon. Donc là, il y a epsilon au-dessus, epsilon en bas, et on a un tube comme ça. Et en fait, ça nous dit que peu importe le epsilon qu'on choisit, si cette fonction f converge en plus l'infini, donc si globalement on a f de x qui tend vers L, une limite L, qu'on va appeler ici donc L, en plus l'infini, ça signifie que pour tout epsilon, on va pouvoir dire que la courbe, qu'il y a un rang, donc là ce rang ça pourrait être par exemple lui, voilà, ce rang qu'on va appeler grand A ici, un rang grand A, tel que pour tous les x qui sont après, donc ça c'est tous les x qui sont plus grands que A, donc tous les x après, la fonction est proche de la limite à epsilon près, ok, donc elle dépassera jamais, elle est dans le tube formé de epsilon en haut, plus ou moins, et elle est toujours dedans, voilà, donc cette notion de limite, on va en avoir besoin juste après, pour traiter ce petit exercice rapidement, voilà. Donc cet exercice que j'ai tiré d'un PDF de Monsieur Bourrigan pour ceux qui veulent la référence, voilà. Donc on prend f dérivable tel que f' de x tend vers L, et donc il va falloir montrer que f de x sur x tend vers L. Ok. Déjà, si on veut avoir la vision intuitive de ce problème rapidement, en fait, c'est aussi simple que, disons que ça tend vers L. F de x sur x, ça va représenter quoi en fait? Ça va représenter la pente de f en plus l'infini, ok? Pourquoi? Parce que si f de x s'écrit sous la forme en plus l'infini, on va dire qu'elle est environ égale en plus l'infini à une fonction de type ax plus b, ok? Donc ax plus b, c'est bien une droite, enfin une fonction affine. Si on divise par x ici, tac, on divise par x, on obtient bien au final f de x équivalente à a, ok? Parce que ici, ça va valoir 0 en fait, quand x tend vers l'infini, ça vaut 0. Donc on a bien, c'est la pente en fait de f de x sur x en plus l'infini. Ça, il faut avoir la vision un petit peu intuitive de ce problème-là. Et f' de x qui tend vers L, ça représente quoi? Ça représente tout aussi bien la pente, comme on l'a dit juste avant, c'est le taux d'accroissement, donc c'est tangent en fait. Donc si notre fonction fait ça, hop, ça on va dire que c'est plus l'infini ici, là c'est plus l'infini avant, enfin après. Voilà, ça représente la pente ici, f', c'est ça, c'est la pente ici. Et on a dit aussi que f de x sur x, c'est la pente aussi. Donc voilà, on va arriver à relier ces deux notions. Et justement, le théorème de Rolle nous fait un merveilleux lien entre quelque chose de type f sur quelque chose est égal à un f'. Très intéressant. Voilà, et donc on va utiliser notre petite définition qu'on a vue juste en haut avec les epsilon. Donc on va prendre un epsilon positif. Notre but va être de montrer que il va exister donc un rang grand A, que j'appellerais plutôt x0 par habitude, tel que pour tout x plus grand que x0, f de x sur x moins L est plus petit que epsilon. Ok. Alors juste avant, j'ai oublié de faire un petit truc, mais on va simplifier le problème. Parce que tendre vers L, c'est pas si facile. Donc on va supposer, pour l'instant, que L va être égal à 0. On suppose que L égale 0. Ok, on va voir facilement qu'en supposant ça, si on a une autre fonction, ok, si on arrive à traiter le cas L égale 0, donc f' de x tend vers 0, alors f de x sur x tend vers 0, si on arrive à traiter ce cas-là, on va montrer en fait très rapidement qu'on a traité le cas de toutes les fonctions. Très simple. Encore par une petite magouille, g de x, enfin pas par une magouille mais un truc totalement intuitif, g de x va être égal à f de x moins lx, ok, disons ça. Qu'est-ce qu'on aurait pour g'? On aurait g' égale f' de x moins l, ok. On va dire que f c'est notre fonction, hein. F c'est une fonction qui tend vers, enfin de limite pas forcément nulle, l est pas forcément égal à 0, et c'est ça qui va nous intéresser. Et donc là maintenant, f de x, enfin g' de x, f' de x tend vers L, ça tend vers L, et ça tend vers quoi? Ça tend vers moins L. Donc on a que g' de x tend vers 0, en plus l'infini. Donc on peut appliquer notre cas L égale 0 quand on l'aura démontré. Et donc ça signifie que g de x sur x tend vers 0, ok? Mais g de x sur x c'est quoi? C'est f de x sur x moins lx sur x. Les x s'annulent ici, et ça tend vers 0, on a dit. Donc en fait, ça veut bien dire que f de x sur x tend vers L, ok, en passant le L de l'autre côté, on a le droit de le faire dans ce cas-là.
Et donc on montre bien en fait que en faisant le cas L égale 0, on traite tous les autres cas. Très intéressant de faire ça parce que c'est beaucoup plus simple de traiter le cas L égale 0 directement. Donc on va prendre un epsilon dans ce cas-là et on va dire, étant donné qu'on a f' de x qui tend vers L, ça signifie que l'on va disposer donc d'un x0. On dispose de x0 que l'on va prendre positif pour des raisons que j'expliquerai juste après. On a le droit de le faire parce qu'en fait même si la définition nous assure juste l'existence de ce x0, étant donné qu'on sait que c'est valable pour tous les x après, ça sera valable forcément pour les nombres positifs, même si x0 est négatif. Voilà, donc on dispose de x0 tel que donc pour tout x plus grand ou égal à x0, virgule f' de x moins L normalement, donc on reprend la def ici, hein, moins L sauf que le L égale 0 dans ce cas-là, donc ça va juste f' de x plus petit que epsilon. Voilà. Et on dispose de ça très simplement. Qu'est-ce que l'on va faire ensuite? On va utiliser notre théorème de Rolle, ok? Donc pour ça, on va montrer un petit lemme qui va nous servir en fait à juste démontrer un rapport, enfin rapprocher le taux d'accroissement avec ces epsilon. Le but c'est tout doucement de s'approcher de f de x sur x, ok? On va y arriver tout doucement, mais c'est pas si évident. Donc, on va prendre un x plus grand strict que x0, ok? On va en avoir besoin vu qu'on va faire un moment x moins x0, si on suit la logique du théorème des accroissements finis. Donc on va prendre un x plus grand que x0, et donc, par le théorème des accroissements finis, donc le TAF, comme on appelle, on a quoi? On a C appartenant à donc x0x, ok, c'est bien l'intervalle, c'est bien dérivable continue, tout ça sur cet intervalle, on peut vérifier les hypothèses, c'est assez facile. On a C dans cet intervalle tel que f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' de C. Ok? Si on prend en valeur absolue, prenons en valeur absolue, ici, on a le droit de le faire des deux côtés, pas de souci. Maintenant, on sait que C est plus grand que x0, ok? Puisqu'il est dans x0x. Donc ça signifie que C est plus petit que epsilon. Et donc en fait, on a démontré finalement que pour tout x plus grand que x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0 est plus petit que epsilon. Voilà, on a démontré ça. Et ça c'est très intéressant. Maintenant il ne manque plus qu'à virer le f de x0 et moins f de x0 et c'est fini. Et pour ça on va le faire en utilisant le fait en fait que f de x moins f de x0 sur x moins x0, ça encore pas vu, mais la notion d'équivalent, c'est équivalent à f de x sur x. Pourquoi quand x est infini? Parce que x moins x0, par exemple si je fais x moins 1, quand x vaut par exemple 100 000, 200 000, bref le moins 1 est totalement négligeable devant. C'est pour ça qu'on dit que c'est équivalent. Pareil pour le f de x0, c'est pas négligeable, mais en fait c'est juste qu'on va pouvoir le négliger, car ça on peut le réécrire en fait, c'est pas négligeable devant f de x, c'est juste que f de x, on peut le réécrire en fait de cette manière, ce taux là, égale moins f de x0 sur x moins x0. Et du coup, là, on se retrouve juste avec x qui tend vers plus l'infini, et ça, c'est une constante. Donc, en fait, ce truc-là va tendre vers 0. Et ce truc-là, en fait, c'est très proche de f de x sur x. Voilà. C'est même équivalent, une notion de sup que on voit très classiquement. Voilà, et donc maintenant on va s'amuser à majorer ce truc là. Et donc on va se servir en fait du fait que f de x0 sur x moins x0 tend vers 0. Pour ça on va utiliser, ça on le sait, donc on dit que l'on dispose maintenant d'un autre x1 maintenant cette fois-ci, x1 que l'on va prendre plus grand que x0 pour pouvoir appliquer notre truc ici, donc plus grand que x0, tel que pour tout x plus grand ou égal à x1, cette fois-ci on peut prendre 1 égal f de x0 sur x moins x0 est plus petit que epsilon. Donc ça tend vers 0 ce truc là. Voilà, et donc maintenant on va s'amuser à finir le travail. Donc pour ça, très simple, on va partir de f de x sur x, notre résultat final. Et le but c'est de montrer que ça c'est plus petit que epsilon par tous les moyens. On va commencer par dire que étant donné qu'on a pris x0 positif, on peut écrire ça. On peut écrire que c'est plus petit que x moins x0. Ok, pourquoi? Puisque, je l'explique rapidement ici,
on a dit que x0 était positif, donc ça signifie que moins x0 est négatif, et donc ça signifie que x moins x0 est plus petit que x. En passant à l'inverse, 1 sur x moins x0 est plus grand que 1 sur x. Puis en multipliant par la valeur absolue de f de x, hop, hop, ça on a le droit de le faire étant donné que la valeur absolue est justement positive, ça fonctionne très bien. Ok, on remarquera d'ailleurs que x est positif ici. J'ai oublié de dire, mais on prend un x plus grand que x1. Voilà. Ok, et maintenant on va encore réécrire notre truc pour faire apparaître nos deux taux qu'on avait. Donc on a le premier, celui-là, et on a aussi celui-là. Là on fait la fameuse technique du plus 1, moins 1. Ok, moins f de x0 plus f de x0, et je sépare les quotients. Et donc ça, je vais dire en fait par l'inégalité triangulaire. C'est un truc basique, très utile à avoir en tête. Par l'inégalité trig, je la rappelle juste, mais en fait c'est pour des nombres complexes AB. Globalement, on a toujours A plus B, plus petit que A plus B. Cette notion marche en fait pour tout espace métrique muni d'une distance, mais dans ce cas-là, voilà, AB des complexes. Et ça marche aussi évidemment pour AB des réels, ce qui nous intéresse dans ce cas-là. Donc ça, on va dire que c'est notre A, ça c'est notre B. Et on n'a plus qu'à l'appliquer, et donc ça signifie au final qu'on a f de x sur x plus petit que f de x moins f de x0 sur x moins x0 en valeur absolue plus f de x0 sur x moins x0. Voilà. Sauf que ça, on a dit juste avant que c'était plus petit que epsilon, ça aussi. Donc c'est plus petit que 2 epsilon. Et en fait, ça suffit à conclure. Alors on pourrait dire qu'on prend epsilon prime égale 2 epsilon. On peut bien atteindre tous les epsilon. Parce que la fonction qui globalement à x associe 2x, c'est une bijection de R+, étoile, donc ça fonctionne très bien de poser ce changement de variable. Et donc au final, ça signifie que pour tout epsilon prime, plus grand que 0, il existe un x1 réel. Dans ce cas-là, ce x1, c'est celui-ci. Voilà. Il existe x1 de R tel que, alors on sait, mais ça c'est juste une remarque que x1 va être positif, ok, tel que pour tout x plus grand que x1, virgule, f de x sur x est plus petit que epsilon prime. Et donc, la limite de f de x sur x est égale à 0. Voilà, quand x tend vers plus l'infini. Et donc, comme on a dit juste avant, ça signifie que f' de x tend vers L, un réel, implique que f de x sur x tend vers L, ce même réel, ok, quand x tend vers plus l'infini. Vu qu'on a dit juste avant que si on démontrait le résultat pour 0, ça suffisait à le démontrer pour tous les autres nombres. Voilà, ça fonctionne très très bien, ça marcherait pour tout. Très intéressant ce petit résultat. Si ça vous a vraiment intéressé, je vous conseille de vous intéresser à un autre résultat qui se démontre avec ça et qui est vachement utilisé au lycée, même si pas du tout démontré, c'est la fameuse règle de l'hôpital qui consiste à dériver un quotient en fait. C'est en fait si on a un f de x sur g de x, alors je vous laisse trouver les hypothèses, qui tend vers L, on aurait f' de x sur g' de x qui tend vers L aussi. Ça, c'est le sens direct. Je ne sais pas si le sens réciproque marche aussi, mais je pense, oui, en fait, il marche, oui. Le but, c'est de démontrer justement ce sens-là. Voilà, que ce truc-là implique ce truc-là. Avec ça, justement, je vous laisse essayer de le faire et trouver surtout les hypothèses nécessaires à ça, puisque effectivement, c'est une règle valable dans la plupart des cas. Mais quelles sont les hypothèses? Puisqu'il y en a. Là, j'en vois déjà 2 apparentes. Voilà, donc je rappelle l'énoncé à démontrer, c'est f' de x sur g' de x tend vers L implique que f de x sur g de x tend vers L. Voilà, en plus l'infini évidemment. Ça c'est une règle très utilisée. Après si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de le démontrer en 0 et en tout autre point A de R, globalement. Voilà, toujours en précisant les hypothèses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et merci pour le visionnage.